visioconférence et on en verra justement l'enregistrement de cette conférence. Alors un petit mot justement sur les règles de visio pour ceux qui connaissent les micros sont coupés, je les coupe systématiquement, vous pouvez le faire également. Vous n'êtes pas obligé d'allumer votre caméra. Si vous avez une question, vous pouvez réactiver votre micro ou lever la main pour la poser. Il ne faut vraiment pas hésiter, on a vraiment envie que ce soit interactif. Il y aura sinon un moment d'échange et de questions à la fin de la présentation. Le principe, c'est aussi que la conférence est enregistrée. Donc nous avons un enregistrement, bien évidemment vous pouvez y avoir accès, les noms n'apparaissent pas, c'est uniquement ce qui est projeté à l'écran. Un moment de question, il ne faut surtout pas hésiter à nous interrompre s'il y avait besoin. Eh bien, écoutez, les raisons qui nous ont incités aujourd'hui à prendre la parole, il y en a plusieurs. Tout d'abord, c'est peut-être aussi le contexte événementiel dû à la crise sanitaire qui nous empêche peut-être de créer des événements propres ou de participer à des événements que l'on connaît. C'est finalement, ça a des avantages puisqu'on peut de ce fait se voir assez facilement et dans toutes les circonstances. On a également un nouveau service qui est le soutien psychologique qui vient d'arriver parmi la gamme de nos services. Il sera présenté aujourd'hui et on va élargir justement la présentation de ce service avec l'intervention de Magalius et de Cédric que je salue. Donc Cédric Clich, notre assistant social du travail, qui présentera sa partie juste après, et Magalius, psychologue du travail, qui sont tous les deux du SSTRN, qui est notre partenaire justement sur ces différentes interventions. C'est aussi pour nous une volonté de développer le service de secours social. Alors parmi nos différents domaines d'intervention, le pouvoir d'achat, les vacances, les loisirs ou autres, nous avons également le service de secours social qui tend à évoluer puisqu'on va créer une banque d'informations, on va créer vraiment un ensemble de ressources qui nous permettent de communiquer vers vous et d'amener en tout cas une certaine prévention, une proaction sur des documents, sur des fascicules, sur des vidéos d'information. Et c'est un peu le thème aujourd'hui de la présentation qui est de faire de la prévention plutôt que de la guérison. Donc le constat il est simple, hein, vous qui êtes manager, vous qui êtes chef d'entreprise, vous jouez un rôle d'accompagnement social de fait, contraint et forcé. Mais il est clair que ce rôle a des limites de temps, limites de compétences, limites d'envie également. L'idée, c'est vraiment que vous vous appuyez sur le service de secours social de la CIS. On a vraiment, nous, une vocation qui est d'être votre soutien et d'être un support dans votre politique de qualité de vie au travail, dans votre politique de management social de vos salariés. On a vraiment cette volonté-là. Il y a encore beaucoup de façons de nous solliciter. On va en découvrir aujourd'hui avec notamment le soutien psychologique. On en découvre aussi aujourd'hui avec une information où on est aujourd'hui un peu proactif sur le système de cette webconférence. Et on a également une précision à faire, c'est qu'on parle bien aujourd'hui de secours social du travail. On tend aujourd'hui à vouloir élargir, à dédramatiser le côté assistant social, le côté secours social, ou même psychologue. Le but, c'est vraiment de dédramatiser et de créer et de garantir une facilité d'accès. On parle bien d'assistant social du travail, donc le but, c'est vraiment d'être un soutien dans cette politique-là, RH, cette politique d'accompagnement que vous pouvez vous mettre en cause. Je voulais juste introduire les différentes modalités qui nous ont amenés à nous rencontrer aujourd'hui. Magalius, la psychologue du travail, interviendra en deuxième partie de la conférence et je vais tout de suite laisser la parole, le remercier de la préparation de son travail, de ce qu'il va vous présenter aujourd'hui. Donc Cédric Clich, que vous connaissez peut-être, qui est notre assistant social du travail, qui va justement réactiver peut-être sa caméra et je lui propose également de partager son écran. Ben, merci Cédric. Bonjour et bienvenue. Eh ben, je te laisse la parole. Je vous partage tout de suite le support. N'oublie pas d'inclure la vidéo, le son de la vidéo. C'est OK pour toi? Oui, c'est OK. Eh ben, merci à toi. Je te laisse la parole et surtout n'hésitez surtout pas. Si jamais il y a un souci dans au niveau technique. Eh ben, moi, je gère également le chat. S'il y avait des questions en direct, n'hésitez surtout pas et je les relaye à Cédric. Et on augmente le son, on va essayer de parler le plus distinctement possible. Merci.
Bon, alors bonjour et bienvenue. Donc voilà, je vous ai mis un petit peu ce qui va être introduit en première partie. Donc je suis Cédric Clich, assistant social du travail au SSTRN. Donc moi j'ai intégré la CIS BTP en 2013 pour prendre en charge le service secours social, donc qui est destiné aux collaborateurs des entreprises adhérentes. Donc comme l'a rappelé François, c'est vrai qu'on a souhaité ce webinaire au vu de la période que nous traversons, et notamment pour soutenir les salariés qui rencontreraient des difficultés et vous présenter, ou pour certains vous représenter, les services secours social. Donc voilà, ensuite on pourra donner des pistes avec Magali, notre psychologue, pour repérer un salarié en difficulté et comment l'aborder, avec bien sûr la présentation, comme l'a dit François, du nouveau service de soutien psychologique. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'un assistant social du travail? Donc son objectif, c'est l'insertion sociale et professionnelle des salariés de l'entreprise avec une conciliation vie privée, vie professionnelle. Donc notamment, on entend parler dans le cadre de la QVT, la qualité de vie au travail. Donc bien sûr, on travaille en réseau, donc que ce soit en interne ou en externe. Donc en interne avec les partenaires de l'entreprise, donc vous-même, et également en externe avec des partenaires spécialisés, voilà, selon la problématique qui est rencontrée. Il offre, donc c'est vraiment la base de notre intervention, il offre un espace d'écoute et d'expression aux salariés. Donc c'est une véritable porte d'entrée. Et donc les missions sont d'accompagner et de soutenir les salariés dans la résolution de leurs difficultés, donc liées à la fois à la sphère privée et ou à la sphère professionnelle. Voilà, souvent c'est des problématiques qui touchent les deux sphères, et donc les informer, les conseiller en visant toujours leur autonomie. Voilà, le but étant que par la suite ils puissent faire le nécessaire au niveau de leur démarche. Faire le lien avec les services de l'entreprise en interne et également les orienter vers des partenaires externes, que ce soit des partenaires de proximité ou des partenaires qui sont spécialisés. Donc les modes d'intervention sont multiples, le but étant de s'adapter au mieux aux salariés et à ses possibilités pour le mettre dans les meilleures dispositions dans le cadre de l'accompagnement. Donc ça peut être des entretiens individuels, des visites à domicile, téléphone, courrier, mail et maintenant aussi visioconférence. Bon, c'est vrai que sur ces derniers temps, on a plutôt été sur une prise en charge distancielle. Il a fallu un temps d'adaptation et s'adapter notamment au contexte pour continuer à prendre en charge les situations des salariés. Donc on connaît souvent l'assistance sociale pour des problématiques liées aux enfants ou potentiellement des problématiques financières. Mais c'est vrai qu'on va voir ensemble quelles problématiques et quelles thématiques peuvent être accompagnées. Et j'ai envie de vous dire que toutes les problématiques et toutes les thématiques peuvent être accompagnées. Il n'y a pas de limite. On peut les distinguer tout de même en 6 grandes catégories, donc liées à la sphère privée, donc qui sont le logement, le budget, la famille, et à la sphère professionnelle, la santé, le travail et le handicap. Voilà un petit peu les 6 thématiques. Et plus en détail, vous pouvez le voir, donc on vous a mis quelques exemples. Dans le cadre du travail, ça peut être un accompagnement à un projet professionnel, des questions par rapport à la retraite, en termes de santé au travail et handicap, on parle souvent de maintien dans l'emploi, d'accompagnement notamment dans le cadre de l'invalidité. Ensuite, on a des problématiques plus personnelles comme la famille, où là, on a une problématique grandissante qui est l'aide aux aidants, la parentalité, les relations familiales, notamment vu le contexte avec des augmentations des problématiques de violence intrafamiliale. Ça peut être également des décès d'un proche. Donc, à savoir que lors d'un décès, la CIS intervient systématiquement par un soutien financier et une aide dans les démarches. Voilà, donc ce que tu voulais vraiment souligner un peu dans ce résumé, dans ce rappel des différents services, pour ceux qui nous connaissaient déjà, mais ça permet toujours d'être intéressant de rappeler, c'est la multiplicité et la diversité de tes champs d'intervention. On a un peu tendance à réduire au seul problème financier, mais on n'oublie pas tout cela, puisque ce qu'on voulait vraiment mettre en avant aujourd'hui, c'est aussi le côté prévention, hein, surtout de pouvoir intervenir avant qu'il soit trop tard, dès qu'on a un petit signe qui peut être annonciateur malheureusement d'une situation qui va se dégrader par la suite. Hein. On est d'accord. C'est ça. Le but, c'est toujours d'anticiper. Malheureusement, c'est vrai qu'on nous sollicite souvent lorsqu'il y a une problématique qui est déjà installée. Donc c'est vrai que le but aussi de l'intervention là, c'est de vous montrer que voilà, tout peut être possible. Et c'est vrai qu'on voit souvent l'assistance sociale pour une problématique qui est négative, mais ça peut être aussi au niveau d'un accompagnement d'un projet, ce qu'on va voir voilà, un petit peu par la suite. Donc là, je vous propose tout de suite justement d'illustrer mon propos avec une petite vidéo.
Dans les entreprises, aujourd'hui, on entend parler de la qualité de vie au travail. Mais qu'est-ce que c'est ? L'un des grands axes de la qualité de vie au travail, c'est la conciliation vie privée, vie professionnelle, dont un des acteurs principaux est l'assistante de service social du travail. Elle peut vous aider. Mais concrètement, comment ça se passe ? T'étais où? Je te cherchais pour faire une pause. Je sors du bureau de l'assistante sociale. Quoi, tu divorces? T'es malade? Ça ne va pas? Mais non, nous attendons notre 3e enfant et je me posais des questions sur mes droits, sur l'accès à un nouveau logement et j'envisage même de prendre la 5e. Ah bon? L'assistante sociale peut te renseigner sur tout ça? Mais oui. En cas de naissance d'un enfant, d'une mobilité ou de projet professionnel, d'un projet immobilier ou la retraite, mais aussi en cas de soucis de santé, de handicap, de problématiques financières ou l'accompagnement d'un parent âgé, ou encore la prise en charge de situations d'urgence telles que les violences conjugales ou intrafamiliales, les risques d'expulsion ou des besoins d'aide alimentaire. Au travail, comme à la maison, l'assistante sociale du travail est une facilitatrice et peut vous accompagner, vous apporter de l'écoute et du soutien dans la réalisation de vos démarches afin de pouvoir retrouver un équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Voilà un petit peu pour illustrer mon propos. Donc c'est vrai qu'on le voit dans cette vidéo, le rapport un petit peu à l'assistant social, quelquefois la méconnaissance du rôle et de ce qui peut être fait. Donc c'est vrai qu'on voit la collègue qui dit tout de suite tu divorces, t'es malade, ça ne va pas. Donc c'est vrai qu'on peut aussi avoir besoin de nous lorsque ça va pour anticiper un projet ou une problématique. Donc c'est vrai que là la question de l'anticipation est importante. Et c'est là où le rôle des acteurs de l'entreprise est important pour pouvoir amener le salarié à nous solliciter. Et d'ailleurs, sur ces thématiques qui peuvent être assez diverses, l'idée aussi du développement de notre service de secours social, c'est aussi de proposer des sessions d'information encore plus thématiques. On a parlé de retraite, on a parlé d'inaptitude, un thème qui est assez présent dans le domaine du bâtiment. Ce premier rendez-vous qu'on fait aujourd'hui risque justement de se décliner sur ces thématiques bien précises. Et vous pourrez également retrouver les banques d'informations, les résumés des présentations sur notre site internet. Ça pourra être envoyé par email. Donc, sur tous ces petits thèmes dont on pense qu'ils ne sont pas pris en charge par la CIS, par le Secours social, eh bien oui, vous avez la réponse. Et surtout, on vous invite à vous servir de notre assistance sociale comme une véritable ressource. Alors, vous allez me dire comment nous solliciter en cas de difficulté. Alors, dans le doute, moi, je vous invite toujours à me contacter ou à nous contacter pour échanger sur une situation. Et donc, nous avons mis en place, pour nous solliciter, un formulaire de demande de secours. Voilà, donc c'est un formulaire qui est assez simple, où il faut mettre les informations personnelles du salarié. Donc, vous pouvez le voir en haut du document, il a été divisé en 2 parties, à savoir que le salarié peut faire la demande en direct sans passer par son employeur, en justifiant par une fiche de paye qu'il est bien adhérent à la CIS BTP. Et vous avez également votre rôle à jouer dans le cas où vous avez un salarié qui vous sollicite et qui, avec son accord, ça c'est le plus important, c'est avoir l'accord du salarié. Dans ce cas-là, vous pouvez nous solliciter via ce formulaire. Et je vais aussi vous faire simplement un petit zoom sur la 2e page sur le bas, sur un petit peu le cadre réglementaire. Voilà, sachant que c'est une profession qui est soumise au secret professionnel par le Code de l'action sociale des familles et le nouveau Code pénal, avec également un code de déontologie qui fixe des règles strictes de confidentialité. Donc, de toute façon, moi, j'incite toujours le salarié qui me sollicite en direct à évoquer avec son employeur s'il le souhaite. C'est vrai qu'on a des salariés qui ne souhaitent pas mélanger la sphère privée et la sphère professionnelle, mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'entreprises où c'est vrai que l'ambiance est assez familiale, où vous avez connaissance des difficultés des salariés, où le salarié va venir spontanément vers vous. Et c'est aussi pour ça qu'on a souhaité par la suite, avec Magali, notre psychologue du travail, évoquer un petit peu comment faire lorsque vous avez un salarié qui vous sollicite, ou alors à l'inverse, comment faire si vous repérez des signaux. Oui, donc sur ce formulaire de secours, c'était bien la distinction des 2 modes de sollicitation du service de secours social. Et je tiens à préciser que dans le cas d'une sollicitation en direct d'un salarié à Cédric, notre assistant social, nous faisons tout de même un bilan où on vous envoie un courrier
anonyme bien sûr, où on vous avertit juste, l'un de vos salariés nous a sollicité au niveau du service de secours social. C'est vraiment un titre informatif, peut-être pour que vous sachiez que quelqu'un nous a sollicité, qu'il a bénéficié d'une aide financière, mais quelque part que vous avez quand même une idée un peu générale, peut-être des salariés qui peuvent avoir des difficultés, ou en tout cas qui ont eu besoin de notre conseil, de notre accompagnement. Voilà. Vous êtes quand même averti lorsqu'un salarié nous sollicite en direct. Voilà. Et donc pour terminer, je vous propose une dernière vidéo. Il existe toutes sortes d'applications et de solutions pour réaliser son budget personnel et familial en toute simplicité. Des sites internet, des applications, des tableaux Excel, chacun a ses préférences et ses astuces. Mais avez-vous pensé à votre assistant social du travail? Ben t'en fais une drôle de tête aujourd'hui. Oui, ben y a de quoi. Sophie et moi, on vient d'apprendre que c'est pas un bébé qu'on va avoir, mais des triplés. Ah mais c'est génial! Enfin, même si j'imagine que ça va demander un peu d'organisation. Un peu, tu dis. L'appartement est trop petit, la voiture c'est pareil. Pour le boulot de Sophie, on sait pas comment ça va se passer après. Bref. Oui, je suis heureux, mais un peu perdu quand même. Moi, si j'étais toi, j'irais voir Victorien, tu sais, notre assistant social. L'assistant social. Mais j'ai pas vraiment de problème. Mais un assistant ou une assistante sociale, c'est pas là que quand t'as des problèmes. Au contraire, aller à leur rencontre, ça peut vraiment te faciliter la vie. Moi, à la naissance de mon petit dernier, je suis allée le voir et on a fait une estimation ensemble de mon budget, des aides auxquelles j'aurais droit. Et il m'a mise en lien avec un de ses partenaires, de confiance, pour un diagnostic financier. Comme il fallait qu'on change de voiture, on voulait un état des lieux précis de notre situation et des outils de gestion de budget. Ça a été super. Ouais, t'as peut-être raison. Bon, je vais prendre rendez-vous alors. Maintenant que tu le dis, c'est vrai que j'ai pas mal de questions à lui poser. Il existe divers moyens pour équilibrer son budget et l'ajuster en fonction des situations, parfois même difficiles. Alors, venez échanger avec votre assistant ou assistante sociale du travail. À deux, on réfléchit mieux. Merci pour cette vidéo qui illustre justement l'un des thèmes, Cédric, qui est par exemple le budget, le côté financier, où nous voyons nous régulièrement des cas de salariés pour lesquels la situation est en détresse financière, mais peut-être ça peut s'équilibrer en prévention, et d'où l'idée d'avoir des sessions d'information, en tout cas des choses qui nous permettent d'anticiper ces situations-là. C'est ça. Bon, on a tiré un peu le trait avec les triplés. Voilà. Pas besoin de tripler pour avoir besoin de réorganiser pas mal de choses. Mais voilà, c'est aussi pour illustrer. Et on voit aussi le rôle soit du collègue, soit du manager ou du dirigeant d'entreprise qui peut inciter justement le salarié et dédramatiser cette mission, nos missions, qui sont simplement d'accompagner des salariés, que ce soit en difficulté ou les conseiller dans différentes démarches. Voilà, le but étant de les orienter vers des partenaires spécialisés, de répondre à leurs attentes et de toujours, moi c'est ce que je fais toujours avec les salariés que j'accompagne, c'est que je laisse toujours la porte ouverte. Ils ont mes coordonnées, donc ne pas hésiter à me recontacter en cas de besoin. Et c'est vrai que les salariés n'hésitent pas à me recontacter en cas de question ou de problème. Ok. Eh bien, en tout cas, je laisse juste une petite minute si certaines personnes avaient des questions. Il ne faut pas hésiter. Pour le rappel, en tout cas, des services de notre service de secours social sur les missions, sur le mode de sollicitation. Voilà, Cédric est disponible aujourd'hui. Si une question vous venez, n'hésitez pas à la poser par la suite. Cédric, est-ce que c'est OK pour toi? Oui, et puis n'hésitez pas à me contacter en direct si vous avez des questions. Ce sera avec plaisir. OK. Eh bien, écoutez, merci. Je vous propose de passer à la deuxième partie. Donc, on tiendra le timing. En tout cas, on s'était engagé à 45 minutes environ, mais on va essayer de le tenir. Donc, j'accueille Magali Huss, psychologue du travail du SSTRN, qui est notre partenaire sur le service de sollicitation. Bien, bonjour et bienvenue, Magali. Bonjour à tous. Donc, je vais me présenter brièvement, Magali Huss, la psychologue du travail du SSTRN. J'interviens à mi-temps à la médecine du travail de l'Aisne, où je suis sur le pôle prévention et je travaille un peu plus sur les collectifs de travail.
Et donc à mi-temps avec le SSTRN, où là, je suis plutôt en vacation dans des entreprises et je fais plus de l'entretien individuel avec les salariés. Et je fais aussi la cellule d'écoute, du coup, psychologique du SSTRN. Voilà, d'où le nouveau service de soutien psychologique dont on a parlé juste avant. Donc on le reprécise, hein, pour toute situation de détresse, de soutien, d'accompagnement. En tout cas, on va en parler aujourd'hui. Comment ça se passe? Eh bien, merci de votre intervention et de votre implication dans votre présentation de ce jour. Donc, je vais vous partager mon écran. Donc, on va être vraiment dans le vif du sujet de notre webconférence, à savoir comment détecter une situation à risque et comment l'aborder avec les collègues. Auparavant, un rapide présentation de votre poste. Voilà. Est-ce que vous voyez là correctement? Oui. Alors, attendez, je vais juste faire autrement. Pas de problème. C'est toujours les Voilà, ce sera beaucoup plus simple. En mode plein écran ou en mode diaporama. Voilà. Parfait. Voilà, donc je vais d'abord vous présenter un peu le rôle du psychologue du travail. Ensuite, les signaux d'alerte à prendre en considération. Donc vous, sur le terrain, ce que vous pouvez observer auprès des salariés en termes de comportement ou d'attitude. Votre rôle en tant que dirigeant d'entreprise, DRH, RH manager, parce que vous êtes les premiers sur le terrain à pouvoir justement visualiser ces signaux d'alerte. Je vais vous expliquer un peu la cellule d'écoute psychologique et, si on a le temps, l'intervention d'urgence que peut faire un psychologue du travail ou aussi justement un dirigeant d'entreprise qui s'appelle le diffusing et le débriefing. Donc, quel rôle au niveau du psychologue du travail? Donc, il faut savoir qu'il y a différents champs d'intervention. Donc, il y a les entretiens collectifs qui vont être plus basés sur la prévention primaire, les entretiens individuels, les sensibilisations, formations sur diverses thématiques. Donc, ça peut être la communication, ça peut être les risques psychosociaux. Enfin, voilà, c'est vraiment l'acceptation du changement, c'est vraiment très, très large. Aide à la démarche d'amélioration de la qualité de vie au travail, études, diagnostics, enquête RPS, débriefing après un événement traumatogène, donc ça on en parlera vite fait après, et intervention psychologique d'urgence, donc le diffusing. Pareil, j'ai prévu un petit point là-dessus. Donc les signaux d'alerte, vous, sur le terrain, auprès d'un salarié, qu'est-ce que vous pouvez remarquer? Qu'est-ce qui peut être alertant auprès des salariés? Donc, il y a divers signaux possibles. Il y a d'abord les signaux émotionnels. Donc, ça va être l'angoisse, l'irritabilité, l'apathie, la perte de confiance en soi, tristesse, hyperémotivité. Voilà, c'est les premières choses parfois qu'on peut voir auprès des salariés ou alors qu'on peut vous reporter un des collègues qui a remarqué des changements de comportement et qui vient vous les référencer. Donc, il va y avoir aussi les signes physiques, donc troubles du sommeil, alimentaires, les maux de dos, la fatigue, les problèmes digestifs, les signes au niveau de la performance, donc des erreurs, des difficultés de concentration, de la perte de mémoire, ralentissement dans les tâches, un désintérêt, les signes sociaux, donc ça va être l'isolement de la personne, elle va s'isoler de plus en plus, le détachement, les retards, les conflits interpersonnels, l'absentéisme, notamment les micro-absentéismes. Donc, ça peut être le salarié est absent 1 ou 2 jours, il revient sur son lieu de travail, puis quelques semaines après, il est à nouveau absent quelques jours, et comme ça pendant plusieurs mois, voire années. Donc ça peut être alertant aussi. Et les signes comportementaux, addiction, prise de risque, la suractivité, et les signes économiques, donc saisie, arrêt sur salaire, demande d'avance ou d'acompte. Ça, je pense que Cédric, je ne sais pas, tu peux peut-être appuyer un peu plus par rapport à ça ou on en discute après? Oui, bah justement, c'est ce que j'allais dire. Enfin, principalement, pour ma part, c'est vrai que au niveau des signaux sociaux, l'absentéisme, le micro-absentéisme et les longs arrêts aussi voilà, peuvent être des signaux importants. Donc, c'est vrai que dans ce cadre-là, nous, si vous le souhaitez, on peut contacter un salarié qui est absent voilà, pour faire le point avec lui sur la situation. Et les autres signes qui peuvent être aussi très factuels, c'est les saisies à arrêt sur salaire,
qui peuvent être réguliers, ou alors les demandes d'avancée d'acompte qui sont forcément signes d'un déséquilibre au niveau budgétaire. Et donc à ce moment-là, c'est vrai que c'est des signes sur lesquels on peut travailler plus facilement et qui sont très visibles. Voilà. Donc vous, votre rôle en tant que dirigeant d'entreprise, DRH, RH ou manager, ça va être déjà comment aborder la situation avec son salarié, chose qui n'est pas forcément évidente. Donc il va y avoir une posture, une certaine forme de posture à adopter, qui est face à un salarié qui manifeste des difficultés, il est important d'aménager une rencontre, un moment d'échange privilégié que vous aurez avec lui, mais toujours sous la forme d'une proposition. On reste sur la base du volontariat. Il faut savoir que si le salarié il n'est pas prêt à venir discuter avec vous ou se confier, il ne viendra pas. C'est le vous aller vers. Donc, vous avez été alerté par un tiers ou vous avez détecté vous-même des comportements alertants. Vous pouvez alors vous appuyer sur des faits objectivables qui vous ont été rapportés ou que vous aurez constaté vous-même. Donc, par exemple, vous observez un salarié qui a des crises de larmes, un changement de comportement, qui travaille de manière, on parlait de suractivité tout à l'heure, donc avec des amplitudes horaires très larges, ou inversement qui va quitter son poste, même parfois sans vous prévenir, ou de l'absentéisme. Vous pouvez, en approche, aller vers lui en lui disant j'ai été alerté, ou alors j'ai remarqué qu'en ce moment, tu pouvais avoir quelques difficultés. Est-ce que tu veux qu'on en parle ensemble? Voilà, ça, c'est une première approche que vous pouvez avoir pour le aller vers, une forme de sollicitation. Ensuite, il y a le recevoir. Une fois que le salarié il aura été sollicité, il faut que vous, maintenant, vous puissiez aménager un temps de parole dans un cadre sécurisant aussi pour lui, qui puisse lui donner l'envie de se confier plus facilement. Donc, par exemple, voilà, le salarié exprime un mal-être, des difficultés personnelles ou des difficultés dans la réalisation de son travail. Vous pouvez aller vers lui en lui disant « Tu as souhaité qu'on se rencontre, et bien maintenant, je suis là pour t'écouter. » Mais la difficulté aussi, c'est qu'une fois que le salarié est prêt à venir vous parler, comment on l'accueille, comment vous allez l'accueillir et comment faire en sorte de l'écouter pour que pour lui aussi ce soit plus simple de se confier à vous. Donc c'est ce qu'on appelle l'écoute active. Donc l'écoute active, il y a quelques petites pistes pour la mettre en place. Il faut savoir que ça consiste à écouter son interlocuteur avec attention et à lui retourner ce qu'il lui dit, donc les pensées et ce qu'il ressent, mais sans jugement. Donc, il s'agit de faire un reflet neutre sur son propos plutôt que de donner son propre avis ou de le juger. Donc, quelle attitude à adopter par rapport à cette écoute active? Il faut savoir laisser parler l'autre sans l'interrompre. Vous laissez la personne, le salarié, expliquer la situation avec ou sans détail. Se montrer disponible et attentif. Parfois, en termes de comportement, ça va être un hochement de la tête, voilà. Des signes visuels qui montrent que vous lui apportez de l'intérêt. Ça va être aussi reformuler ses propos pour éviter des malentendus, pour être sûr que vous ayez bien compris ce qu'il veut vous dire et pour aussi être sûr que lui s'est bien fait comprendre. Poser des questions ouvertes, faire ensuite, à la fin de la conversation, une synthèse de la discussion et être dans l'empathie. Donc, il faut savoir que l'empathie, ce n'est pas quelque chose non plus qui est évident pour tout le monde. Donc, c'est un petit point que je vous note ici, comment faire quand on n'est pas naturellement empathique. Donc, l'empathie, c'est accepter les différences de comportement, de pensée et d'opinion. Donc, pareil, on est dans le non-jugement. C'est le fait de percevoir, de ressentir, de percevoir les sentiments ou les émotions de l'autre, de se mettre à sa place et avec tolérance et humanité. Donc, ça n'implique pas nécessairement d'être d'accord avec la personne, ça signifie seulement qu'on l'a compris. C'est de lui montrer que vous acceptez, voilà, comme il est écrit, ses pensées, ses opinions sans le juger. Donc, c'est une forme de respect. Et vous, c'est aussi savoir rester dans la neutralité. Voilà, on est vraiment dans l'accueil des propos et dans le non-jugement. Donc, c'est la prise en considération de la personne. Vous êtes présent pour l'écouter. Il faut lui faire comprendre que tous les sujets peuvent être abordés.
puisque comme vous êtes dans le non-jugement, vous pouvez tout entendre. Et il faut savoir que voilà, ces attitudes, cette écoute active et l'empathie, ça permet aussi l'entraide et ça favorise la confiance du salarié envers vous, justement, pour une prise en charge d'écoute immédiate. Donc là, une fois que ce premier entretien est fait, une fois que vous avez accueilli la personne de suite, il est important de justement l'orienter vers des professionnels de santé. Donc, selon la problématique évoquée, ça peut être l'assistant social, ça peut être l'infirmier santé-travail, le médecin du travail ou le psychologue du travail. Juste Magali, avant Ouais. d'enchaîner sur la présentation du nouveau service, l'ensemble de ces signaux, donc là en fait on vous sollicite finalement en tant que manager. On vous propose bien évidemment dans le rappel de Cédric et dans ce nouveau service d'être une nouvelle ressource, d'être un nouveau service à votre disposition. Mais dans tout ce qu'on Magali vient de présenter sur les signaux que vous allez devoir repérer et sur l'écoute active, sur la façon dont on aborde un salarié, là on vous demande encore un petit peu de bosser. Je dis sans rigoler parce que on parlait tout à l'heure des limites. Là, les limites, bien évidemment, on les a atteintes dès lors qu'on a pu identifier une situation à risque. Et à présent, vous pouvez l'orienter vers nous, vers Cédric, vers le système de soutien psychologique. Néanmoins, la charge, le premier rempart, le premier maillon, en tout cas, pour traiter ce genre de situation, c'est encore vous, dans les entreprises, qui êtes uniquement placés pour le maintenir. Donc, tous ces signaux, des fois, il faut se forcer à les voir. Il ne faut pas peut-être négliger une situation qui peut être anecdotique. Des fois, il y a des choses qui sont évidentes, comme des saisies sur une fiche de paie. Là, c'est sûr qu'on est sur une problématique financière. Mais tous ces petits détails sur les comportements, d'autant plus avec la crise sanitaire qui, sur l'agressivité, ou en tout cas sur le mal-être, montent un peu en puissance et ne sont pas forcément aussi détectables. Et bien, finalement, c'est un ensemble de bonnes pratiques qu'on a voulu aujourd'hui vous donner pour que tout de suite vous ayez un socle commun d'identification pour très vite peut-être l'aborder avec le salarié et l'orienter là vers nous. Donc à ce moment-là, on est OK pour prendre le relais. Voilà, c'est vous qui êtes en première ligne en réalité. Donc c'est sûr qu'ensuite, après, arrive justement la possibilité de la cellule d'écoute psychologique. Donc là, c'est un dispositif d'écoute active individuelle, neutre et confidentiel. Donc ça, je le rappelle aussi, comme Cédric l'a rappelé auparavant, la confidentialité, tout ce qui va être dit en entretien de la part du salarié ne sera pas divulgué par la suite. Ça, c'est important, je pense, de le spécifier quand vous allez diriger le salarié vers la cellule d'écoute, parce que il y a toujours cette crainte de se confier, de se dévoiler un peu et que ce soit répété. Donc là, on est bien vraiment dans la confidentialité du psychologue au niveau de l'entretien. Donc l'objectif, c'est de soutenir et d'accompagner le salarié, c'est de proposer une écoute, un soutien qui va amener ou pas à la recherche de solutions ou à amener un conseil. Et l'objectif aussi de la cellule d'écoute d'un psychologue du travail, c'est de garantir l'employabilité. Donc c'est d'essayer de trouver avec la personne comment elle peut redévelopper ses ressources aussi par rapport aux problématiques rencontrées. Et par rapport aux problématiques à aborder, elles sont vraiment diverses. Ça peut être de la souffrance au travail, du stress professionnel, l'appréhension après un arrêt maladie long, un conflit professionnel, et ça peut être aussi parfois la conciliation, vie pro, vie perso. On a des problèmes à la maison et ça vient impacter le travail. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de thématiques restreintes. Et on peut tout aborder. C'est un espace d'expression donc qui est proposé aux salariés pour, comme je le disais, aborder des situations problématiques. Et donc là, le psychologue peut également aussi avoir un rôle de conseil auprès des directions ou des ressources humaines. Par exemple, j'ai été sollicitée à plusieurs reprises par des directions qui devaient accueillir un salarié en deuil. Et clairement, c'est une thématique qui n'est pas facile à aborder. On ne sait pas trop comment accueillir le salarié qui revient, qui est endeuillé. Donc là-dessus aussi, vous pouvez solliciter le psychologue du travail qui va vous donner des pistes justement pour réaccueillir ce salarié. Donc cette démarche, elle permet de faire bénéficier aux salariés d'un temps d'écoute individuel, de prévenir les situations à risque et accompagner les salariés présentant un mal-être professionnel
et ou non professionnelles, de décharger les émotions négatives et mettre des mots sur celles-ci. Il faut savoir que aussi quand on a des problèmes au boulot, parfois on n'a pas envie de les ramener à la maison et donc cette cellule d'écoute, elle permet parfois de, voilà, pendant 3/4 d'heure, 1 heure, je me décharge de toutes les émotions négatives de ma journée de travail qui a été vraiment éprouvante, ce qui me permet de, voilà, de rentrer à la maison et de ne pas forcément mélanger professionnel et vie privée. Donc prendre du recul sur certaines situations et reconsidérer certains événements, apporter un soutien et essayer de trouver des solutions ensemble, être une porte d'entrée vers un accompagnement extérieur si nécessaire. La cellule d'écoute, en réalité, c'est pas un suivi à long terme. Ça va être vraiment quelques séances, 3 à 5 séances souvent, et ensuite, moi, si la problématique, elle est plus, comment dire, elle est plus importante, je redirige vers CMP ou des professionnels en libéral. Donc, être écouté et reconnu dans ces difficultés permet souvent de désamorcer certaines situations. Voilà, il y a certaines personnes, elles vont avoir besoin juste d'1 heure d'écoute active pour tout lâcher. Et après, c'est reparti pendant des mois, des années. Ça dépend vraiment des situations. Donc là, je vous ai mis l'intervention psychologique d'urgence. Alors juste avant d'embrayer sur ce chapitre un petit peu bonus, si je puis dire, Ouais. Qui va être rapide. Hein. Qui va être très bien, comme ça on tiendra notre délai, en tout cas, merci. Le nouveau service de soutien psychologique désormais disponible à la CIS, c'est également vers les employeurs, je tiens à le préciser parce qu'on a employé le mot salarié plusieurs fois, mais l'employeur également, bien évidemment, est concerné. La démarche, concrètement aussi pour nous solliciter, mettre en application tout ce qui existe, c'est d'abord de passer par Cédric Clich, notre assistant social. Bien évidemment, ça a été dit au moins plusieurs fois, mais je le répète, tout ça est très confidentiel. Il y a vraiment une rigueur là-dessus. Vous pouvez faire confiance à nos intervenants. Mais on est aussi sur une sollicitation par Cédric Clich qui pourra, entre guillemets, être la première passerelle, le premier niveau d'intervention pour orienter ensuite vers Magali, par exemple, en tant que psychologue du travail. Voilà. Donc, l'intervention d'urgence. Alors, en fait, c'est un point que j'ai voulu quand même un peu évoquer parce que quand on parle de diffusing, je vais vous expliquer rapidement après. Souvent, ce sont aussi vous, en tant que dirigeant RH, manager, DRH, qui êtes les premiers présents sur le terrain. Donc, en fait, le diffusing, c'est une intervention d'urgence après un événement traumatique. Donc, ça peut être un événement traumatique, une confrontation directe avec la violence ou à la mort. Donc, c'est par exemple assister ou découvrir un spectacle horrible sur le lieu de travail, être grièvement blessé ou voir quelqu'un être grièvement blessé ou tué. Donc, c'est-à-dire, ça peut être un suicide ou une tentative de suicide, un accident industriel grave, donc un incendie, une explosion, fuite de produits toxiques, des agressions physiques, un braquage par exemple, ou un accident du travail grave ou mortel. Donc, ces événements peuvent engendrer un trauma psychologique. Et qui est concerné? Alors, ce sont les victimes directes ou les témoins directs, c'est-à-dire, ça c'est important, les personnes qui ont vu la scène. Donc, au niveau de la prise en charge, donc, quand il y a ce genre d'événement traumatique, vous êtes, vous, les premiers au courant et les premiers sur le terrain. Donc, la prise en charge, elle se fait en 2 temps. Il y a le diffusing et le débriefing. Le diffusing, il faut savoir que c'est une intervention qui arrive dans l'immédiat sous les 48 heures. Et l'objectif, c'est de permettre aux victimes et aux témoins directs donc, de partager leurs inquiétudes, leurs émotions, ce qu'ils ont vu, leurs craintes. Et ce sont des petites séances courtes de 30 à 45 minutes, c'est-à-dire que vous allez recevoir les personnes soit en collectif, si elles se sentent assez, comment dire, à l'aise, entre guillemets, pour se confier avec la présence de leurs collègues, ou en individuel. Ça peut être fait aussi en individuel. Et les professionnels, donc les professionnels de santé, mais aussi, donc vous en tant que chef d'entreprise, mais il faut savoir que voilà, c'est bien d'avoir une petite formation là-dessus parce qu'il y a toute une façon de procéder par rapport justement aux entretiens individuels ou collectifs.
Et ensuite, il y a le débriefing. Donc ça, c'est une intervention qui est entre 48 heures après l'événement et 10 jours. Donc l'objectif aussi, là, c'est de prendre en charge les victimes et les témoins directs de l'événement grave. Et la durée des séances est un peu plus longue parce qu'il y a déjà eu une première amorce de fait. Et là aussi, ce sont des spécialistes formés à la technique du débriefing. Donc là, on va être plus sur le médecin du travail, infirmier et psychologue, sachant que comme c'est une intervention qui arrive un peu plus tard, vous avez le temps, vous, d'alerter justement les professionnels de santé, ce qui est différent avec le défusing, où là, vous pouvez être directement confronté à l'événement, parce que vous êtes sur place. Voilà, donc c'était juste un petit focus en plus là-dessus, donc je vous remercie pour votre attention. Bien, merci. Merci beaucoup Magali. Merci beaucoup Magali de ton intervention et de la qualité du contenu qui a été présenté. Tu peux. Je vais. Ouais. Voilà. Et écoutez, un grand merci Magali de ta présentation. Donc on a eu ce dernier chapitre qui était quand même nécessaire puisque dans notre métier du bâtiment, on peut avoir des chutes de hauteur, des choses comme ça qui sont malheureusement courantes. Le but c'est de les réduire au maximum, mais c'est un service qui est présent. Eh bien, écoutez, Cédric et Magali, merci de vos interventions. Avant de conclure, un dernier moment de questions. S'il y a des questions qui souhaitent être posées, n'hésitez pas à utiliser le chat ou à réactiver le micro. En attendant que vous rédigiez vos questions, nous avions eu une question, donc on va commencer à répondre à cette première question, qui était, alors si c'est Cédric ou Magali qui va y répondre, donc un participant qui avait créé un comité anti-stress dans son entreprise, pose la question suivante, quelle est la limite, ou quelles sont les limites peut-être, si je peux un peu fermer, quelles sont les limites pour intervenir dans la vie d'un salarié? Alors si Cédric, peut-être tu veux commencer, quelles sont les limites pour intervenir dans la vie d'un salarié en tant que dirigeant, ou en tout cas d'entreprise qui a mis en place un système d'accompagnement de ses salariés? Bah écoutez, je pense que Magali avait évoqué en partie, la limite, ça va être notre propre limite déjà d'écoute et est-ce qu'on est à l'aise avec ça. C'est vrai que quelquefois on peut sentir qu'on est un petit peu intrusif et donc c'est là le souci, c'est de trouver l'équilibre justement et d'aller chercher l'accord du salarié en le mettant en confiance. Après, si on a des salariés qui sont capables de raconter beaucoup de choses, donc c'est vrai où là, il faut mettre une limite parce que votre rôle n'est pas justement d'accompagner, ça va être plutôt justement de nous orienter le salarié, de le mettre en confiance, voilà, d'évoquer, comme l'a dit Magali, avec l'écoute active, d'organiser un temps bien précis et lui dire qu'il y a des professionnels qui sont là pour l'accompagner. Mais c'est vrai que pour ma part, je pense qu'il ne faut pas aller trop loin dans l'intervention quand vous êtes chef d'entreprise, parce que c'est vrai qu'il faut aussi laisser une séparation entre les problématiques du salarié, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, et le travail. Donc, je ne sais pas si Magali, tu peux... Si, c'est tout à fait ça, Cédric. Je pense que à la base, déjà, où vous proposez aux salariés d'être disponible pour l'écouter, vous voyez s'il est ouvert à cette première démarche, déjà. Ensuite, ne pas hésiter à réorienter très rapidement sur les professionnels de santé. C'est vrai que des fois, la limite, elle n'est pas évidente à mettre en place, mais c'est pour ça aussi que dans l'écoute active, on laisse la personne parler et c'est elle, finalement, qui va fixer les limites. L'important, c'est de pouvoir donner un espace de parole si le salarié est OK pour ça, hein, bien sûr, on reste sur la base du volontariat, comme je l'expliquais. Et ensuite, finalement, c'est lui qui va qui va se livrer ou pas d'une certaine façon ou d'une autre. Ensuite, si c'est dérangeant aussi d'avoir tellement d'informations peut-être sur sa vie privée, réorienter vraiment rapidement vers le professionnel de santé. D'accord. Donc, pour résumer, c'est un peu la limite que le salarié fixe lui-même lorsqu'il se confie à vous, hein, en tout cas en tant que dirigeant. Mais d'un autre côté, c'est aussi une limite que peut se fixer l'écoutant lui-même. Il se fixe sa propre limite parce qu'il estime que peut-être à un moment donné, il n'a pas accédé à autant d'informations. Si voilà. C'est ça.
Ok. Je vois que quelqu'un a essayé de rédiger une question, mais elle n'est pas arrivée jusque nous. Si la personne qui était en train de rédiger la question veut envoyer, peut-être qu'il faut cliquer sur le bouton envoyer. En tout cas, on n'avait pas d'autres manifestations, pas d'autres interventions de prévues, pas d'autres questions. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier à tous et toutes d'avoir été présents. La suite, l'épisode 2 peut-être, c'est de recueillir un conseil, une idée, une suggestion sur ce qui a été réalisé aujourd'hui en termes d'organisation, en termes de contenu et peut-être aussi en termes d'idées pour un nouveau rendez-vous. Ça peut être voilà, une thématique très précise qui vous tient à cœur. On a parlé des retraites, on a parlé de problématiques santé ou autres. Voilà, n'hésitez pas à vous en faire part. On est aussi là, nous, pour créer quelque chose sur mesure et adapté aux problématiques des entreprises du BTP, puisque la CIS BTP est bien le partenaire des entreprises de bâtiment de la région Hauts-de-France. L'actualité sinon de la CIS, hormis le nouveau soutien psychologique, c'est également le nouveau site internet qui sort le mois prochain, donc vous serez avertis. Mais en tout cas, ce sera sur ce site l'occasion de donner une part importante à tout ce qui a été évoqué avec une banque d'informations, avec le résumé de tout cela. Ben, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose que nous nous quittions. Nous avons respecté le timing, en tout cas c'était un plaisir d'avoir préparé cela avec Magali et Cédric, et merci à tous et toutes d'avoir été présents. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.